Oui, oui. Enfin, une question encore, parce que... Que ça me permet votre réponse me permet de rebondir. Mais enfin, pour autant, je suis tout aussi inquiète, même si après on n'aura pas les mêmes conséquences, par une surprise favorable qu'une surprise défavorable. Parce que si on ne peut rien prévoir, sur quelle base construit-on un budget? Sur quelle base aujourd'hui nous impose-t-on un budget austéritaire? Démocratiquement, ça pose question. Ok. Monsieur Padet pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Alors moi, j'aimerais vous parler du modèle Mésange. Alors je rappelle ce que ça veut dire, c'est modèle économique de simulation d'analyse générale de l'économie, qui a été développé par votre institution en collaboration avec la Direction Générale du Trésor, qui permet de simuler la réponse de l'économie française à différents types de modifications de son environnement. Le rôle de ce modèle est donc essentiel pour construire les scénarios macroéconomiques qui sous-tendent les projets de budget. Alors j'ai plusieurs questions. Comment s'organise votre collaboration avec la Direction Générale du Trésor dans l'utilisation de ce modèle? En tant que co-développeur du modèle Mésange, avez-vous des échanges réguliers avec la DG Trésor pour en améliorer l'efficacité? Est-ce qu'au vu des écarts de prévisions fiscales et budgétaires pour les années 2023 et 2024, des échanges ont eu lieu ces derniers mois pour identifier les potentiels manquements dans le modèle qui auraient pu contribuer à fausser les prévisions? Pour 2025, allez-vous reconsidérer l'algorithme, les variables à considérer et les données d'entrée? Et également, le directeur général du Trésor a indiqué dans le cadre de cette commission d'enquête qu'en l'état, l'intelligence artificielle n'était pas utilisée pour construire les modèles de prévision macroéconomique. Est-ce qu'à votre sens, les possibilités permises par cet ensemble de nouvelles techniques pourraient contribuer à fiabiliser les prévisions macroéconomique établi en fin d'année pour l'année N+1. Je veux juste faire une précision. En creusant un petit peu hier soir, je m'aperçois qu'il y a 5 secteurs économiques qui sont distingués, donc 4 marchands, agriculture, industrie, énergie, services exposés, services abrités, et un secteur non marchand. Alors c'est une répartition sectorielle qui a été décidée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la remettre en question par rapport, je pense au numérique, je pense à d'autres économies qui se développent aujourd'hui? Les salariés qualifiés et les salariés peu qualifiés. Donc, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous pouvez me répondre à toutes ces questions? Et donc, en creusant un peu plus loin, je lis sur votre site internet que Mésange modélise le comportement de l'économie française comme obéissant à court terme à une dynamique keynésienne, où les comportements de demande, entre parenthèses consommation, investissement, etc., sont prédominants. À long terme, en revanche, ces comportements de demande sont atténués, voire évincés par des comportements d'offre, entre parenthèses, ajustement des prix, déterminés selon un cas théorique sous-jacent à ce modèle. Hop. Merci. Alors, oui, Mésange est effectivement un modèle qu'on appelle néo-keynésien, c'est-à-dire c'est la demande qui est la plus importante à court terme et c'est l'offre, productivité, offre de travail, qui détermine la croissance potentielle à moyen long terme. Ça fonctionne comme ça. C'est un modèle qui effectivement on entretient et on estime conjointement avec la direction du Trésor, mais on en partage assez peu les usages. Donc, encore une fois, en ce qui concerne la prévision, je ne sais pas dans quelle mesure le Trésor utilise le modèle. Il faut pas avoir de naïveté vis-à-vis des modèles. Hein. C'est jamais presse-bouton. J'ai fait aussi cette activité-là, mais alors, il y a longtemps. C'est pas presse-bouton. On peut pas se dire on a un modèle, on appuie, on va prendre une bière et quand on revient, la prévision est faite. Hein. Ça marche pas du tout comme ça. Donc le modèle, c'est une aide, c'est un guide. Ça s'assure que ce qu'on a mis d'un côté, on l'a retiré de l'autre, qu'on est en équilibre général et qu'il n'y a pas de double compte. Mais il ne faut pas avoir de naïveté sur ce que ça permet de faire. En tous les cas, on continuera à en entretenir un. Je crois que c'est bien d'en avoir un comme aide dans nos différentes missions. On a prévu, nous, de le réestimer parce que, comme je vous ai dit, on a changé de base. Donc, ça veut dire que les séries ont été rétropolées. Donc, ça vaut le coup de réestimer le modèle. L'intérêt dans le modèle, c'est de réestimer les principales équations de comportement. C'est-à-dire, encore une fois, l'arbitrage consommation-épargne, essayer de le comprendre. Et je reviens vraiment sur mes deux points
de tout à l'heure, économique. Les deux questions à beaucoup de milliards d'euros, c'est comprendre le pourquoi de ces moindres gains de productivité, voire de perte de productivité depuis le Covid, et en déduire ce que ça va en faire pour l'avenir. C'est ce qu'on a essayé de faire dans un billet de blog, nous, à l'été. Mais c'est un travail de recherche qui est continuel, il faut poursuivre. Et c'est la question de l'arbitrage consommation-épargne pour comprendre que si le 18 points de taux d'épargne, c'est un nouveau taux d'équilibre, si on doit revenir à 15, si on sera quelque part entre les deux, c'est absolument vital pour comprendre l'évolution de la demande dans les trimestres et les années qui viennent. L'IA, alors l'IA en modèle, nous on en fait l'intelligence artificielle à l'INSEE pour aider à mettre les informations qu'on a dans les bonnes nomenclatures, parce que le statisticien met les choses dans des cases et utilise les nomenclatures. L'IA prédictive est une technologie qui peut être utile à ça. Elle n'est pas gratuite, il faut entraîner, etc. Mais ça existe. L'IA en matière de modélisation macroéconomique, objectivement, pour l'instant, je ne vois pas. Je ne connais pas de cas d'usage. Mais j'insiste, le sujet, ce n'est pas tant le modèle, c'est de travailler sur vraiment les problèmes de fond qu'on a aujourd'hui. Et les deux sujets qui méritent le plus de travailler, c'est productivité et arbitrage, consommation, épargne. J'en suis absolument convaincu. Je peux rebondir? Oui, allez-y. Mais donc... Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez avec la Direction générale du Trésor sur ces deux aspects-là pour 2025? Je rebondis sur ma collègue. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter... on parle de avant Covid, après Covid. Pour moi, il y a un avant 2024, un après 2024. Donc, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, je ne peux pas vous parler de ce qui est actuellement en cours au programme de travail de la direction du Trésor. Je ne le partage pas, je ne sais pas. Je peux vous dire que nous, ce qu'on a fait, et qui est public, c'est encore une fois un billet de blog sur la productivité. On a mis un certain nombre de pistes, il y a des choses à creuser, et on continuera à le mettre à notre programme de travail, premièrement. Et deuxièmement, sur consommation-épargne, le mieux qu'on ait fait, c'est un éclairage dans la note de conjoncture qui a été publiée à la mi-décembre, je ne sais plus exactement quel jour, peut-être le 18, dans laquelle on a essayé de comprendre, de donner les pistes pour comprendre la hausse du taux d'épargne dans certains pays européens et essentiellement la France et l'Allemagne. Le Trésor aussi, de son côté, a publié quelque chose sur le taux d'épargne avec un focus particulier sur le ressenti d'inflation, en disant c'est peut-être le fait que les ménages ressentent toujours une inflation plus élevée qu'elle ne l'est réellement. Je ne parle pas de la hausse des prix depuis 2022, je parle de l'inflation sur les 12 derniers mois, qu'ils épargnent. Mais et je crois qu'il y a eu un Trésor Éco, je pense, une publication du Trésor qui doit s'appeler un Trésor Éco consacré à ça. Donc voilà ce qui est fait, mais c'est des sujets, pour le coup, qui peuvent intéresser énormément tous les instituts de conjoncture qui existent, tels que Rexecode, l'OFCE, qui intéresse aussi la Banque de France. Tout le monde peut travailler sur ces sujets où toutes les données sont disponibles pour tout le monde pour y travailler.